La neige ne tombait pas vraiment sur la cité des Mimosas. Elle s'écrasait, sale et grasse, sur le béton fissuré de la banlieue parisienne. Sur le perron du bâtiment C, un tableau vivant de la tragédie moderne se jouait dans un silence de cathédrale. Au centre, Sarah. Son manteau de laine bleue bouloché absorbait l'humidité, tout comme ses yeux absorbaient la misère du monde. Elle serrait contre elle un ballot de tricot beige, un cocon protecteur d'où émergeait à peine le visage endormi de Léo, 6 mois. Face à elle, le contraste était violent. Clara de Vigan portait un manteau rouge sang, une coupe impeccable, et ce sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était un sourire de compétence. Le sourire d'une avocate qui vient de clôturer un dossier difficile ou d'un chirurgien qui a réussi l'ablation d'une tumeur. Entre elles, tel un arbitre de pierre, le capitaine Amadou Diallo. Bras croisés, uniforme de la police nationale ajusté, il fixait le vide. Il ne regardait ni la femme qui pleurait, ni celle qui souriait. Il était la loi, aveugle par nécessité, sourd par survie. « Nous n'avons pas besoin de faire cela devant les voisins, Sarah, dit Clara. Sa voix était douce, de cette douceur toxique qu'on utilise pour parler aux enfants ou aux simples d'esprit. L'ordonnance est exécutoire, c'est pour son bien, tu le sais. Sarah ne répondit pas. Une larme, lourde et chaude, traça un sillon sur sa joue sombre avant de mourir dans les plis de l'écharpe du bébé. Elle ne pleurait pas comme une victime, elle pleurait comme quelqu'un qui fait ses adieux à une partie de son âme. « Il dort », murmura Sarah. C'était la première fois qu'elle parlait depuis 10 minutes. « Ne le réveillez pas, il a fait ses nuits difficilement. Le sevrage, les tremblements, ça ne s'est calmé qu'hier. » Clara ajusta son gant en cuir. « Je suis au courant du dossier médical, Sarah. J'ai payé les meilleurs spécialistes à l'hôpital américain. Il aura tout ce dont il a besoin. » Le tout flotta dans l'air glacé. L'argent, la sécurité, l'avenir. Tout ce que Sarah, assistante maternelle agréée, au cœur immense, mais au compte en banque vide, ne pourrait jamais offrir face au tribunal. Le capitaine Diallo décroisa les bras, un mouvement lent, lourd de conséquences. Le cuir de son ceinturon crissa. « Madame Mendy, dit-il en s'adressant à Sarah. » Il utilisait le vouvoiement administratif, mais ses yeux trahissaient une fatigue ancienne. « S'il vous plaît, ne m'obligez pas à intervenir physiquement. Remettez l'enfant à sa tante. » Sa tante. C'était la vérité officielle, celle du dossier numéro 24 B 789 du tribunal de grande instance de Bobigny. Clara de Vigan était la sœur biologique de la mère de Léo. Cette mère, Julie, morte d'une overdose dans une chambre d'hôtel sordide de la porte de la Chapelle 2 jours après avoir accouché. Sarah avait recueilli Léo à la maternité. Elle avait géré le syndrome de sevrage néonatal, les cris stridents du manque d'opiacés, les nuits blanches. Elle était sa mère en tout, sauf en ADN. « C'est ironique, n'est-ce pas ?» lâcha soudain Sarah, sa voix se durcissant. Elle releva la tête, plantant son regard dans celui de Clara. « Vous parlez de lien du sang. Mais où était ce sang quand Julie dormait dans ma cave parce que votre père l'avait mise à la porte ?» Le sourire de Clara vacilla d'1 millimètre. « Julie était malade, Sarah. Nous avons essayé de l'aider. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse la main tendue. Je ne ferai pas la même erreur avec Léo. Je ne le laisserai pas grandir ici. » Elle balaya du regard les tours grises, le linge aux fenêtres, la désolation urbaine. Il mérite mieux. Il mérite son héritage. L'héritage, le mot magique. Pour le lecteur observant la scène, l'histoire semblait claire. La riche tante venait sauver le neveu de la pauvreté, animée par un remords tardif. Une tragédie sociale classique. Mais un détail clochait. Le capitaine Diallo. Il ne regardait pas l'enfant, il regardait sa montre. Un geste rapide, nerveux. Il était 14h05. Pourquoi un policier venu exécuter une simple ordonnance de placement serait-il pressé? Sarah fit un pas en avant, puis un autre. Elle s'approcha de Clara, entrant dans son espace vital.
L'odeur du parfum coûteux de l'avocate, jasmin et musc, percuta l'odeur de lait caillé et de lessive bon marché de Sarah. « Tu ne le prends pas pour le sauver », chuchota Sarah. Le vouvoiement avait disparu. « Tu le prends pour la fiducie. » Clara se raidit. « Je t'interdis. »« Ton père a modifié son testament après la mort de Julie, n'est-ce pas ?» continua Sarah, implacable. « Pas d'héritier mal direct, pas de déblocage des fonds. La fortune de la famille de Vigan est gelée tant que Léo n'est pas sous ton toit légal. » C'était la deuxième couche. Clara n'était pas la sauveuse, elle était la prédatrice. Léo n'était pas un enfant pour elle, c'était une clé biologique ouvrant un coffre-fort suisse. Clara soupira, abandonnant toute prétention d'empathie. Son visage devint dur, anguleux. « Et alors » siffla-t-elle. « Cet argent lui garantira Harvard, Sciences Po, une vie de roi. Qu'est-ce que tu lui offres, toi? De l'amour ? L'amour ne paye pas le loyer, Sarah. L'amour n'empêche pas de finir comme Julie. Donne-moi le petit, maintenant. » Elle tendit ses bras gantés de cuir rouge. Sarah baissa les yeux vers le bébé. Léo dormait toujours, d'un sommeil profond, surnaturel au milieu de cette tension électrique. C'est là que le capitaine Diallo intervint, mais pas comme on l'attendait. Il ne s'avança pas vers Sarah. Il fit un pas de côté, bloquant subtilement l'angle de vue de la voiture de police garée plus loin. « Sarah », dit-il, sa voix était différente, plus basse, intime. « Il est temps. » Pourquoi ce ton ? Diallo n'était pas un simple fonctionnaire. Les observateurs attentifs auraient remarqué un détail sur l'uniforme du policier, une barrette de deuil discrète. Et s'ils avaient connu le quartier, ils auraient su que Diallo avait grandi dans le même immeuble que Sarah, qu'il avait, lui aussi, tenté de sortir Julie de la drogue, qu'il aimait Julie. Diallo n'était pas là pour faire respecter la loi. Il était là pour s'assurer que ça se termine, comme prévu. Sarah prit une profonde inspiration. L'air glacé brûla ses poumons. Elle embrassa le front du bébé, longuement, trop longuement. « Prends-le, » dit-elle, en tendant le ballot à Clara. « Fais attention à sa tête. » Clara s'empara de l'enfant avec une avidité maladroite. Elle le serra contre son manteau rouge, triomphante. « Tu fais le bon choix, » dit-elle, retrouvant instantanément son arrogance. « Tu recevras un chèque pour tes services. Ne tente pas de nous contacter. » Clara pivota sur ses talons aiguilles, marchant d'un pas conquérant vers sa berline allemande garée en double fil. Elle ne vérifia pas le visage de l'enfant. Elle avait le paquet, elle avait la victoire. Sarah resta sur le perron, les bras vides, les mains tremblantes encore en suspens dans l'air froid. Les larmes coulaient toujours, mais son visage avait changé. La douleur pure avait laissé place à une terreur absolue. Le capitaine Diallo s'approcha d'elle. Il ne lui passa pas les menottes. Il se mit à côté d'elle, épaule contre épaule, regardant la voiture rouge s'éloigner. Il regarda de nouveau sa montre. 14h12. « Ils ont décollé », murmura Diallo. Cette phrase fit l'effet d'une bombe silencieuse. « Ils ont décollé ». Ce n'était pas une métaphore. 3 heures plus tôt, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un vol pour Dakar avait quitté le tarmac. À son bord, une femme frêle, aux bras marqués par les seringues, mais aux yeux clairs, depuis 3 mois de sevrage intensif dans la cave de Sarah. Et dans ses bras, un bébé nommé Léo. La vérité percuta la scène de plein fouet, reconfigurant chaque seconde qui venait de s'écouler. Julie n'était pas morte. L'acte de décès était un faux, produit par un médecin légiste qui devait une fière chandelle au capitaine Diallo. La mort de Julie était la seule façon de la soustraire à l'emprise toxique de la famille de Vigan et de ses dealers. Sarah n'était pas en train de perdre l'enfant. Elle venait de commettre le sacrifice ultime pour le sauver. Elle restait en arrière. Elle prenait le risque de la prison pour enlèvement, pour fraude, pour complicité. Mais alors, qu'est-ce que Clara serrait contre elle dans sa voiture chauffée? Dans l'habitacle feutré de la berline, Clara souriait à son reflet dans le rétroviseur. Elle avait gagné. Elle avait l'héritier. Elle baissa les yeux vers le ballot beige.
Alors, mon petit prince, roucoula-t-elle, on va voir ta nouvelle maison. Le bébé ne bougea pas. Il était remarquablement calme, trop calme pour un nourrisson ballotté d'un bras à l'autre. Un doute froid, plus glacial que l'air extérieur, s'insinua dans l'esprit de Clara. Elle écarta doucement la couverture de laine. Ce n'était pas un visage de chair. C'était un reborn, une de ces poupées thérapeutiques hyper réalistes en silicone, lestées pour peser le poids exact d'un nouveau-né, que Sarah utilisait pour apaiser Julie lors de ses crises de manque quand elle réclamait son fils. Les yeux fermés étaient peints avec une minutie effrayante. Les cils étaient implantés mains. Mais il n'y avait pas de souffle, pas de chaleur, juste du caoutchouc froid et onéreux. Sur le perron, sous la neige qui commençait à tenir, Sarah Mendy cessa de pleurer. Elle savait que son téléphone allait sonner dans 5 minutes. Elle savait que Clara allait hurler, menacer, appeler le préfet, déclencher l'enfer. Elle savait qu'elle irait en prison ce soir. Le capitaine Diallo se tourna vers elle. Dans ses yeux, il n'y avait plus de neutralité, mais un respect infini. « Ça valait le coup, Sarah » demanda-t-il doucement, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Sarah regarda le ciel gris, imaginant un avion perçant la couche nuageuse, emportant loin d'ici la vraie mère et le vrai fils, hors de portée, de l'argent, de la drogue et des juges. Elle repensa au poids mort de la poupée qu'elle avait bercée pendant 1 heure pour que la supercherie fonctionne, y mettant tout l'amour qu'elle avait pour que Clara y croie. Elle croisa les bras, imitant la posture du policier, défiant le chaos qui allait s'abattre sur elle. « Pour son intérêt supérieur, Amadou, » répondit-elle, « je brûlerai le monde entier. » Le policier hocha la tête. Il sortit ses menottes, non pas pour l'arrêter, mais pour maintenir les apparences quand la voiture rouge ferait demi-tour en crissant des pneus. « Alors, brûlons-le ensemble, » dit-il. La neige continuait de tomber, recouvrant les traces de pneus de Clara, effaçant les preuves, purifiant le décor sordide d'une banlieue qui venait, pour une fois, de gagner contre le destin.